Rions un peu. Écrire aujourd'hui de la poésie serait presque un suicide. Au mieux serait-ce une bêtise, presque une aberration. C'est en tout cas miser sur le mauvais marché, mal évaluer la valeur de son secteur en termes de bénéfices supposés et son investissement dans une économie de marché. Combien coûte un poème? C'est à cette question où le poète a failli. Nul intérêt garanti, nulle garantie d'intérêt à l'écriture d'un poème. Le poème, c'est un truc un peu hirsute. Un objet mal défini, difficilement définissable. On pourrait le comprendre ainsi maintenant. Poème, aujourd'hui, égale un morceau de chair découpé, quelque chose du tissu, blessé par accident ou blessé par guerre. Tissu sans provenance exacte et avérée. Origine non identifiée, coude, bras, genoux, cou ou poitrine. Inutilisable, trop ancien, trop endommagé. Bien trop peu de cellules vivantes restantes, mauvaise conservation. Le poème est pauvre dans une économie de marché, paria, manchant des rapias. Le poème, c'est un grand-père, c'est une grand-mère, qui ont été aussi pauvres que lui à l'âge de leur jeunesse, mais qui ont dansé des slows à l'époque où les danses se faisaient à deux. Ce sont des hommes qui se sont occupés de nous pour aimer, mais qui ont vieilli, sans adaptation. C'est un parterre de gladiateurs et de métamorphoses, c'est le chant d'un aède ou l'objet ouvré d'un artisan. C'est un cargo bohème qui chante sur les rivières amazoniennes, mais les bohèmes sont sous les neiges et les rivières sont polluées. Le poème, c'est une boîte clouée, en porte-à-faux sur une tombe. Mais c'est aussi le dernier texto d'une fille qu'on a aimée. C'est l'enfer et l'offerte d'un autre monde, mais c'est toutes nos pensées bues et rebues. C'est le fond de verre jamais vraiment sec, quand il se fait tard et que les joies rentrent, dormir chez elle, entre d'autres cœurs et d'autres artères. Le poème, c'est tout ce qui fut beau sur terre, sur l'amour qui nous espère, c'était moi, et peut-être vous aussi. Mais voilà. Le poème, c'est bien, maintenant, ce qui se regarde en arrière, ce qui se retourne, non pas comme un gant, pour une autre face, mais comme le temps, pour une autre vie. Que donc à faire le poème? Que donc à faire le temps qui se regarde, qui se retourne ou qui s'éprend de lui-même, dans un monde comme celui-là, qui exige pour toute attente l'unique diffusion d'objets reproductibles à l'infini, dans un temps court, mais infiniment dilaté, et dans la valeur spéculative puis justifier a priori leur échange et leur intérêt économique. Le poème ici est risible, ridiculement ridicule, presque indécent. C'est indigne un poème. Ça fait honte qu'on ait encore envie de lui, ou besoin. Ce qu'il faut vouloir comprendre cependant, c'est pourquoi ce petit objet honteux nous est encore nécessaire, et charmant. Juin 2013, la revue N4728 s'interrogeait sur la question de lire la poésie contemporaine. Cette interrogation qui aurait pu être posée à chacune de nos époques et à chacun de nos poètes, parce qu'elle la sous-entend, laisse en fait dans l'ombre celle-ci, qui est à mon sens d'une exigence plus extrême. Écrire une poésie contemporaine, point d'interrogation. Cette autre question ne concerne plus directement l'effort de maintien, ou non, d'une lecture contemporaine, mais elle pointe un autre effort, peut-être contre toute attente plus durable, celui du maintien d'une écriture contemporaine en poésie. Car ce qu'il faut vouloir comprendre à la base, c'est pourquoi dans le poème, quelques individus du monde actuel en perpétuent l'écriture et la maintiennent en dépit de son manque à gagner évident et de son inutilité à rapporter un bénéfice calculable, critères qui suffisent à eux seuls à la définir comme inappropriée dans le monde à économie de marché tel qu'il se présente à nous aujourd'hui. Manque à gagner pour le poète, parce que bien entendu, son public va à la retraite ou disparaît, ou n'est plus considéré par les interfaces culturelles les plus visibles, et inutile pour le marché, parce que suite à l'appauvrissement et au désintérêt dont elle fait l'objet, elle est bel et bien impropre à répondre favorablement à des objectifs de productibilité intense. Pour tenter de comprendre le maintien étrange de cet objet hirsute qu'est le poème, encore faut-il se rappeler dans un premier temps que les œuvres les plus durables ne sont pas celles qui ont consenti à célébrer le pouvoir de leur temps et seulement innové par leur technique, mais celles dont leur époque avait reconnu le besoin pour en réveiller les esprits et fomenter un esprit critique. Celles dont on admire encore aujourd'hui le pouvoir d'éveil qu'elles exercent sur nous lorsqu'on réussit à joindre leur époque à la nôtre, percevant clairement que nous avons toujours besoin, et d'elles, et de l'esprit critique qu'elles propagent. Par là, la poésie, comme on l'a définie plus haut, inapte à la satisfaction des exigences d'une société de marché, à moins qu'elle ne participe à son divertissement,
comme elle peut le faire dans la publicité, pourrait alors servir à ce qu'il existe du moins une pensée en marche du royaume économique, puisque c'est d'abord une pensée non fonctionnelle qui pense au-delà du fonctionnel. Et même si celle-ci n'est pas quelque part appliquée ni adoptée par un très grand nombre d'individus, comme actuellement. On a souvent eu tendance par le passé à élaborer une distinction terrible entre l'action et le dire, entre agir et parler, faire et écrire. Voilà donc une époque qui nous interdira cette distinction désormais absurde. Car si l'écriture de la poésie se défend d'être fonctionnelle, pendant que cette valeur est de notre société l'exigence apparemment première, écrire serait donc en tout premier lieu le terrain désormais le plus approprié pour assurer la contestation d'une politique déplaisante. Je dois être utile à rapporter un bénéfice quelconque en produisant du vendable, et pourtant j'écris. J'agis donc à contrario de la politique économique actuelle, puisque je ne crée rien qui puisse être acheté ou vendu selon les codes déjà entretenus par le marché. La poésie est donc à la fois le lieu et l'objet de l'affirmation de l'existence d'une autre pensée possible, puisque d'emblée, elle se situe par son activité même hors des limites du champ du fonctionnel, et que par là, elle produit un objet qui est lui-même par définition non fonctionnel. De cette façon, il m'est possible d'avancer que la poésie a cette importance majeure d'être la plus excellente pour révéler l'existence chez les hommes du rêve, du non-conforme et de la non-norme. En demeurant en capacité de défendre une activité et des pensées qui ne répondent pas aux exigences pragmatiques normales d'un monde qui veut que tout ce qui est produit, affirmé, affiné, enregistré, réduit, puisse rapporter un bénéfice suffisamment rentable ou permettre l'amélioration fonctionnelle d'un outil visant à produire ou faire croître du bénéfice, la poésie constitue enfin un acte véritable de révolte. Son activité et ses œuvres, en elles-mêmes révoltantes et révoltées, indignes à participer au monde actuel car indignées et nées d'un autre sentiment que ceux-là qui nous mènent directement au profit, seraient donc les plus susceptibles d'être en juste capacité d'exprimer une critique des soi-disant valeurs en place. La poésie ne serait donc plus l'objet inerte que nous traînons depuis des temps anciens, mais le lieu d'invention d'un autre monde que celui qui constitue aujourd'hui notre société de marché. Au regard de cette réflexion sur la nature non fonctionnelle de la poésie en général, et sur son aptitude à entretenir en conséquence l'état et l'expression d'un esprit critique et de révolte à l'égard d'une société totale utilitaire, besoin est d'observer désormais le travail des poètes et de la poésie d'aujourd'hui selon cet angle de réflexion. Dans la grande majorité des livres de poésie actuels, on trouve pour beaucoup les thèmes relatifs au deuil d'une écriture ancienne, chantée mais perdue, adorée d'une voix faible et murmurée, aux ruines épaisses et constatables, et au douloureux maintien de la continuité d'une voix tracée avec la main. Pour n'en citer que quelques-uns, Pierre Auster pouvait parler de l'ancienne présence, Philippe Jacotet, de muets parlant à des dos voûtés, d'objets non nommés, tout à fait effacés et nous laissant moins de cendres que feu d'un soir au foyer, de remugles de vieux dieux. Yves Bonnefoy publiait du mouvement et de l'immobilité de Douve, hier régnant des airs, pierre écrite, dans le leurre du seuil, qu'étant continuellement non l'avènement mais le maintien d'une présence. Lionel Rey, dressé comme un château défait, perdant les fortifications originelles de ce pays désormais de ciel, de pierre, de vent, s'échinait à commencer toujours par dire, puis en avouer l'impossible accomplissement sous le poids de son impassible fardeau, s'en allant avec ses syllabes de sable, jeu de mots précaires, soupçon du non-droit, la chose éteinte peu à peu qui se dépose comme un film transparent, qui colle et couvre, et annihile le puissant, l'odeur forte, et l'interrogation elle-même qui se trouve désœuvrée, effectuant des va-et-vient impuissants entre l'inéluctable et l'irréparable, le dire de l'échec et l'échec du dire. Guy Goffet encore évoque les lieux disparus de la simplicité, les souvenirs d'enfance. En pêcheur d'eau, il recherche les anciennes beautés, la nature douce et l'amour du foyer, l'amour des corps qui compatissent ensemble pour vivre, constate que le ciel commence à reculer ses lampes, mais travaille à esquisser les traits incertains de ce que serait peut-être la vie promise. Et Jean-Michel Molpois, enfin, interroge lui aussi les capacités du dire, d'une poésie en manque d'elle-même, logée dans le flottement, entre l'aveu des défaites, la franchise à l'encontre des limites de son pouvoir et des mots mêmes qu'elle emploie, qu'on voudrait plus solides, mais sur lesquels on ne pourrait plus mentir, et le désir de satisfaire toujours plus et sans relâche à cette insatiable et incompréhensible manie d'écrire. Même si la tentation de se rendre est grande, raconter de bout en bout la petite chose qui maintient d'époque en époque le récit de la poésie, une histoire de bleu, et parler encore de cette attirance irrésistible du poète voué à poursuivre l'instinct de ciel.
Dans son essai du lyrisme, Jean-Michel Mollepoix montre quelle parenté existe entre le haut lyrisme claudélien et persien et la génération des poètes contemporains. Haut lyrisme dont un certain nombre revendiquent d'ailleurs l'héritage. Cette génération, méfiante à l'égard des lyrismes romantiques, déformants car enflammés, et surréaliste, pamphlétaire donc polémique et protestataire, est en quête d'un lyrisme authentique qui saura poser ses propres mots, sans fureur et sans envage, en ramenant hors de ses champs d'action l'orgueil, l'emportement, le pathos ou la noirceur pessimiste. Forte de vouloir à tout prix éviter le naufrage, la poésie de cette génération contemporaine vieillissante entretient des notions et un lieu d'équilibre fragile, situé loin du chavirement intempestif des passions. La poésie contemporaine trouve finalement en elle le besoin de se penser et de se constituer à l'épreuve d'un acquis de sagesse. Cette poésie actuelle, à l'antipode des tribulations et des considérations mercantiles de notre époque, qui exige pour l'approcher qu'on s'y attache, qu'on s'y arrête pour penser soi-même, qui nous interpelle comme un écho, qu'on souligne par endroits, qu'on a envie de nommer et qu'on aime, applique de manière exacte, tel que je l'expliquais plus haut, l'entretien et l'invention d'un lieu qui est un autre monde que le nôtre, constitué en société de marché. La poésie actuelle échappe à cette société de marché, ses considérations sont autres, c'est bien ce que nous pouvons constater. Et cela est apparemment une bonne nouvelle. Mais notons, en poursuivant cette réflexion, quelque chose de particulier à cette époque poétique. Peut-être tout entière inqualifiable en termes de courant, en raison de l'absence d'unité véritable de ces poètes autour d'un seul et même courant poétique. Je l'ai dit, la plupart se rattachent au haut lyrisme. Mais quand c'est encore un anti-lyrisme qui perdure chez d'autres, une poésie toute grammaticale pour quelques-uns, ou ce néo-lyrisme, lyrisme critique, authentique, auquel Jean-Michel Mollepoix rattache beaucoup de ses amis poètes. Il n'y a pas de vrai courant poétique authentiquement rassemblé par une intention commune aujourd'hui, sinon un regard commun vers le ralentissement ou l'anéantissement des ferveurs, une considération pleine d'angoisse vers la descente et la chute, de plus en plus profonde, et le souvenir presque muet, honteux, d'avoir un jour dans notre histoire voulu monter, l'espérance qu'un jour nouveau on voudra, on pourra, s'il est permis, remettre le pied sur l'échelle et réengager l'ascension. Mon attention particulière, dirigée vers Mollepoix, n'est pas seulement l'effet de mon seul goût pour ces textes. Il est surtout celui, parmi les poètes d'aujourd'hui, qui a le plus tenté d'orienter un regard de compréhension et d'analyse sur la ou les tendances poétiques actuelles. Et s'il le fait avec autant d'intérêt, multipliant essais et commentaires, s'il cherche à dénommer ou à inventer des tendances, c'est avant tout pour savoir s'il y adhère ou s'il s'en démarque, pressentant vraisemblablement que subsiste malgré tout en lui une sorte de raison historique qui l'oblige, avec tous les poètes, à prononcer la fin et la descente du vieux chant, tandis que son être, le plus intime, court à perdre haleine vers la réhabilitation de ce chant qui ne saurait assez légitimement durer maintenant qu'en en démontrant sa propre nécessité fondamentale pour l'homme. Voilà pourquoi chez Mollepoix continue de cohabiter, de manière contradictoire et terrible, l'instinct de ciel avec des pas sur la neige, une histoire de bleu, faible, isolée, penaude, d'avec une multitude de chutes de pluie fines. La particularité de Mollepoix, c'est que tout en s'efforçant de dégager les tendances et les épreuves relatives aux poètes contemporains, dont il ne sait vraiment s'il fait partie, il semble également vouloir se dégager lui-même de ces tendances et de ces épreuves, en reconnaissant l'importance mais tout en désirant les prendre comme leçons acquises, dont il faut au moins son parti se défaire parce qu'elles ne répondent pas dans leur totalité à la pression personnelle du poète, en proie à la montée, et non spécialement à la descente, objet de désespérance et de résignation. La poésie de Mollepoix, moins atone que celle de ses proches aînés, témoigne d'un désir de reprendre peu à peu voie, selon des fluctuations variables, où s'alternent néanmoins élan et rechute. Un désir de redonner une conscience immédiate du monde, par l'objet du poème en prose, que Mollepoix définit comme mélancolique, tendu entre l'éternel et le transitoire, le désir de beauté et la conscience de la laideur. Car tel est bien
la ressemblance vraie du poème avec le monde. Molpoy tente au moins d'entretenir le maintien d'un lieu, d'une présence supposément unique et disparue, d'entretenir le maintien d'un lieu d'une présence supposément unique et disparue, que de témoigner du domaine public, de ces présences et ces lieux contemporains multiples, qui n'exercent plus sur nous aucune attache solide quand ils sont pourtant bien réels. Par son évocation d'un quotidien simple et concret, il cherche à s'inscrire dans sa propre époque, sa propre génération, et à y placer son regard pour témoigner de ses interrogations intérieures et personnelles, mêlées au brouhaha et à l'inertie du monde qui l'entoure. Molpoy ne parle pas d'une difficulté abstraite, mais de sa difficulté présente à se maintenir lui-même, à se placer lui-même dans le monde qui est le sien. Non pas que l'abstraction soit fondamentalement méchante, puisqu'elle est en toute vérité nécessaire à l'élaboration d'une vraie philosophie, mais elle seule, détachée d'une approche directe avec la réalité de notre quotidien, nous écarte un peu trop des sentiments que nous pressentons en y vivant. C'est ce poète qui fut honnêtement touché et blessé par sa présence fragmentaire au monde, en proie malgré lui au bref, à la vitesse, à l'inconsistance malheureuse, qui a tenté de choper au passage à la volée, et avouant encore après bien des années d'écriture et de volonté d'assiduité, je n'écris pas, je note furieusement. Avouant bien des années après ses premiers débuts, sa sincère jeunesse en révolte, qui est celle qui l'exhorte toujours à l'exercice. Sommes-nous alors loin de la pensée que Molpoy est déjà depuis le début en train de quitter un ensemble global de poésie contemporaine, duquel il a pourtant l'air de se prétendre? Mais s'il en donne un peu l'air, il ne le fait pas tout à fait, parce qu'il ne saurait leur montrer qu'ils ont tort, que leur poésie n'est plus assez nouvelle, parce qu'elle n'est déjà glaçante, parce qu'il ne voudrait mentir. Dans ses poèmes d'anciens contemporains, au vocabulaire épuré et à la syntaxe émondée, où la place de chaque mot choisi n'est ni ordinaire ni contingente, l'ensemble se ressent comme rigoureusement réfléchi et travaillé, et presque nous oblige à dire que la beauté, bien sûr, y a lieu. Et parce qu'il sait qu'ils ont raison, qu'il a déjà ressassé lui-même les hématomes et les coups reçus, les pertes et les disparitions, qu'il a déjà lui-même remplacé le bleu par la neige. Alors Molpoy n'est-il peut-être qu'un pont à saisir et à retenir, à diriger depuis les vieux poètes, dans la direction d'une nouvelle trajectoire où voudrait, depuis ce but anéanti et terrestre, reprendre élan la poésie. À qui reviendra-t-il de dire que la poésie qui s'écrit actuellement par des poètes contemporains vieillissants n'est plus à proprement parler contemporaine, car elle se situe à présent dans une erreur inactuelle, si nous comprenons par erreur l'écart effectif de cette écriture par rapport au sentiment universel d'une génération naissante, dont apparemment cette écriture-là se désintéresse tout à fait. Certes, l'activité de la poésie contemporaine continue toujours de faire un franc et sérieux pied de nez à l'encontre de la société qui l'abrite, en n'allant tout simplement pas dans son sens. La société contemporaine est productiviste et mercantile, tandis que la poésie contemporaine tente toujours de ne créer que des objets qui ont une valeur en soi et qui échappent aux lois spéculatives et aux intérêts économiques ou financiers. Mais ne pas aller dans son sens ne signifie pas pour autant aller dans le sens inverse. Mieux encore, il ne s'agit pas seulement d'agir contre, car dans le cas où la poésie contemporaine prendrait vraiment une direction opposée à celle de la société contemporaine de marché, il faudrait avant tout prendre en compte cette vérité, l'attirer à la conscience, en quelque sorte, se définir contre. Il s'agirait donc plus essentiellement de dire contre, de formuler une critique, les bases d'un esprit toujours en éveil et polémique. Or, Molpoy parle bien d'un lyrisme critique, mais critique sur sa langue, sur son fondement et les moyens de son expression, non sur la société dans laquelle le poète est immergé. Ce lyrisme critique n'a donc rien à voir avec un lyrisme polémique et proprement révolté. Ce lyrisme critique, dont usent apparemment la plupart de nos poètes contemporains, semble un vaste questionnement qui s'éternise un peu trop mollement, sans franche volonté d'y refonder quelque chose. Parce que tout simplement, dirait-il, cela n'est plus possible. La seule critique dont se veut capable la poésie contemporaine ne vise qu'elle-même,
ne parle que d'elle-même et ne déstabilise qu'elle-même. Le marché la relègue au rang de vieillerie hors d'usage, et plutôt que de s'en défendre, elle lui offre à penser qu'elle marche en son sens. Est-elle en droit de dire? Que peut-elle dire? C'est elle-même ce qu'elle est encore? Certes, ces questionnements cruciaux sont essentiels, mais le temps présent est à d'autres urgences. Dit-elle, ou ne vise-t-elle que des masques et des illusions, à tel point que la seule à pouvoir légitimement s'en servir serait celle qui ne cache pas son petit jeu, qui assume pleinement la nature hypocrite et menteuse de son moyen d'expression, afin de mieux s'en moquer et de mieux se vendre, sa fille indigne, la pub? Se révolter contre la pub, au lieu de lui tourner le dos, de la croire inexistante, d'éviter à tout prix le problème existentiel et profond auquel elle la confronte, voilà vers quoi la poésie contemporaine devrait mieux s'engager. Prendre les objets nouveaux qui envahissent le monde à bras-le-corps, les faire parler, les réduire à la parole. Réintroduire dans le texte la présence de l'avion, du nucléaire, de l'iPhone, de l'ordinateur, des satellites et du portable. Voilà encore un engagement qui devrait être suivi. Car la poésie se renouvelle non par le seul et premier effort du poète, mais par l'apparition perpétuelle d'objets et de mots nouveaux. L'objet qui vient est à nommer. Le mot doit se porter en avant pour trouver. Être ainsi témoin d'une voie générationnelle, ne pas l'ignorer en construisant un monde seulement en marge et à part, mais tenter de la comprendre et de l'exprimer, afin de deviner plutôt un monde à venir, en se faisant le messager de l'être et des vœux d'être de cette époque, de cette génération. Voilà quelle serait la fin à donner à une nouvelle poésie post-contemporaine. Le poète doit être historien de sa génération, car il aime, et sent, et compatit avec elle. Il doit pouvoir répondre à la nécessité de sa génération d'avancer dans le sens d'une conscience d'elle-même, et non lui refuser cela au nom d'une prétendue impossibilité de l'expression. Le monde, lui, ne s'est pas arrêté de parler pour autant, bien au contraire. Peut-être faudra-t-il, pour engager enfin cette nouvelle direction, que nous osions de nouveau les petites virgules de travers, que nous ayons recours à un peu de cœur, que nous méprisions maintenant les critiques qui de suite nous parlent d'esbrouf, de surfait, d'épique et de fureur passable. Car les poètes contemporains sont des hommes, somme toute un peu trop respectueux, qui semblent avoir été poètes au jour de leur 30e ou de leur 45e anniversaire, au temps où ils ont voulu faire leur bilan et avaient depuis longtemps oublié leur adolescence. Et pourtant, la poésie, bien souvent la plus maladroite et la plus fragile, il est vrai, semble néanmoins être une exigence absolue d'adolescent, à l'heure où tout s'allume, à l'heure où tout notre être réclame virulemment la parole et pourrait s'en emparer de force s'il le faut. À force de prétention à l'authenticité, le haut lyrisme contemporain a continué d'enseigner une certaine froideur. L'éviction presque totale du moi et de son charme, au bénéfice de la terre noire retournée pour les morts, humide et nauséeuse. La première personne y est certes toujours représentée, mais le jeu n'est pas là. Il est au passé, au derrière, il est loin d'être au devant du monde. Il ne s'expose pas au risque. Il ne veut pas courir le risque même de cette exposition devant la foule. Il est en un mot déposé. Il ne possède pas, mais jette encore à ses genoux ses deux mains lourdes et ridées sur la terre pour faire couler le sable et le mouvant, qui retombe désespérément. Tandis que le jeune poète d'aujourd'hui voudrait, il me semble, lancer plutôt ses mains au-dessus de sa tête, pommes ouvertes au ciel. Ne faudrait-il donc pas préférer à ce glaçant froid, à cette fixation ruinée, puisque notre sentiment aujourd'hui l'accompagne et en fait la demande, un lyrisme lucide et courageux, un lyrisme qu'on dirait réaliste, pour la génération naissante qui n'a pas 60 ou 80 ans, mais qui n'a encore qu'un quart de ses années. Car le lyrisme n'est point engourdissement, il n'en a jamais été ainsi, mais c'est une énergie vibrante. Rien à voir alors avec une voix fluette de source tarie, qui trop heureuse de sombrer dans la beauté d'un orgueil qui ment, a délaissé le rêve même, jugeant de lui qui n'était qu'une vague source d'illusions et de désenchantement. Rien à voir avec une poésie à la gorge coupée, qui en affaiblissant longuement sa voix et les qualités de son chant, s'est définitivement rendue, parce qu'à force de remonter de plus en plus sur elle
la couverture du silence, elle n'a pu que constater finalement l'impasse dans laquelle elle s'engageait. Les poètes contemporains n'ont pas assez clairement saisi l'opportunité actuelle qu'offrait l'activité poétique, comme le lieu d'une contestation polémique possible de l'ordre établi. Non pas en déviant son but artistique, mais en l'affirmant et en l'assumant comme tel. Car œuvrer aujourd'hui pour le beau est un acte de profonde rébellion. C'est s'acharner à ne pas répondre aux attentes d'une économie de marché, cherchant à couvrir l'ensemble des domaines de production, pour leur assigner un rythme et un fonctionnement à peu près équivalent, dont le but suprême d'améliorer leurs profits. Et la poésie est aujourd'hui la première à vouloir encore produire des objets, des œuvres, qui ne soient plus promis au marché, mais à l'art seul. Nous avons ainsi les moyens de faire de ce vaste espace discursif qu'est le poème, un vaste espace de lutte potentielle. Et nous pouvons croire également que le jeu n'est plus aujourd'hui le seul à devoir faire l'objet des accusations de l'écriture, qu'il peut à son tour accuser le réel et ses institutions. Croyant alors déceler parmi la jeune génération qui s'avance une amère lucidité susceptible de l'emmener vers des sentiments plus nobles, comme le courage, le refus du désœuvrement, l'espoir et le renouveau de l'envie, je crois qu'il faut désormais à ces jeunes gens soucieux mais lumineux une écriture complexe, mais décomplexée, qui ne les chagrine plus comme d'autres. Une écriture énervée du corps physique, de l'intimus, au sens que c'est du plus profond que braille et se débat cette écriture pour s'extraire. Une écriture qui s'écrirait presque toute seule, nerveuse et lâchée, qui pourrait s'écrire, même les yeux fermés, sans qu'on ait à en tenir fermement les rênes. Une écriture capable d'exprimer les bouleversantes et choquantes manifestations du réel, qui ne souhaiterait plus feutrer, mais révélées par choc, qui croirait les mots encore en capacité de surprendre. Ainsi faudrait-il aussi préférer les sons et les mots en cascade, quand du moins on se sait soi-même cascade, et que l'on cesse d'en être honteux. Or, je crois qu'il existe quelques jeunes individus, aujourd'hui, pour qui le problème précisément est qu'ils doivent écrire. C'est perçu comme tel par eux, sans qu'ils sachent vraiment pourquoi, mais je crois que la nécessité qu'ils ressentent de faire de l'art est la preuve de leur désir d'approcher l'intimité de leurs contemporains, ce qui est rarement possible de faire dans les discours de convention sociale, comme nous en partageons souvent et naturellement en société. Parler, c'est communiquer à l'autre, mais aller jusqu'à la dimension artistique, c'est s'enquérir du fait qu'ils vous comprennent intimement, jusqu'à ne plus faire cas de votre singulière altérité, mais à se chercher lui-même dans ce que vous lui présentez de vous, englobant bien plus que vous. La forme d'une écriture nouvelle ne peut toutefois s'élever trop vite dans la revendication d'une originalité propre, en se radicalisant contre la poésie contemporaine qui la précède. Elle risquerait sinon de le faire fort gauchement et de s'épuiser très vite. Ce qu'elle doit pouvoir revendiquer en revanche, c'est sa réappropriation du monde, avec ses objets, ses lieux indéfiniment déplaçables, ses saletés et ses laideurs, la place que ce dernier refuse à l'humain tout entier, et non pas seulement au poète. En bref, tout ce dont la poésie contemporaine n'a pas voulu. Elle doit alors pouvoir revendiquer de droit la possibilité d'afficher les éléments constitutifs du monde contemporain et les sentiments des individus qui l'abritent. Et elle ne pourra réussir son dessein qu'en s'attachant par une forme toujours approfondie de sincérité, à vouloir donner au lieu des pubs et de leur éloge du médiocre, les objets de création rendant tout simplement hommage à notre esprit, à l'esprit humain en général. Elle ne pourra y parvenir en feignant seulement l'original, grotesque et peu fiable. Il faut donc que nous maintenions dans nos esprits cette mise en garde qui nous évitera à coup sûr certaines erreurs, même si cela reste une nécessité d'inventer aujourd'hui autre chose qui réponde enfin aux attentes du temps présent. Mais nous ne jouerons pas les strictement avant-gardistes, en rappelant que le poème tel que nous l'aimons est bel et bien un objet futur, mais intéressé par une jeune génération présente, que nous répondons donc à une demande muette mais non absente, et que nous ne cherchons pas absolument à réaliser un coup de force prématuré. Ce vers quoi, enfin, la nouvelle génération d'écriture doit continuer d'orienter son effort, à contrario de la vitesse qui l'attire, c'est garder intacte
la pensée que l'écriture ayant une certaine valeur est celle qui interdirait presque à l'œil toute forme de prise de vitesse. Si elle veut effectivement se faire nerveuse, immédiateté, expérience réaliste et corps physique, elle doit néanmoins se rappeler d'aborder l'écriture avec calme et patience. Oublier tout ce qu'elle avait pensé sur elle auparavant. Se faire nulle. La belle écriture à faire encore est celle de toujours, celle qui stoppe, qui arrête l'œil et vous force à la considérer. Vous êtes touché à chaque point, en chaque point vous vous sentez faillir, et l'écriture vous fait tour à tour ralentir, vous attarder, revenir patiemment sur elle, la souligner, la noter en marge, corner sa page, pour que vous la recouvriez toute pleine de votre regard. Terminons finalement sur ces quelques mots qui resteraient toutefois à développer davantage. L'abandon d'une revendication d'un mouvement d'avant-garde chez les poètes contemporains. Peut-on savoir si cet abandon est faste ou néfaste pour la poésie? En s'intéressant à ce problème, les poètes contemporains ont signalé leur désaccord quant à l'institution d'un seul parti de pensée qui aurait tendance à prendre flamme bien trop rapidement ou à mentir pour s'arranger avec la réalité des faits, comme ce fut alors le cas au cours des siècles derniers. Là-dessus, on ne peut que reconnaître que ces hommes-là ont eu raison. Mais, en abandonnant cette prétention au mouvement ou à l'avant-garde littéraire pour tenter d'échapper à leurs dangers consubstantiels, ils ont aussi et surtout abandonné la prétention dans la poésie à l'universel et à l'engagement d'autres hommes derrière elle. Nous autres jeunes individus demeurons lucides et avertis quant au danger de nous ranger en nous catégorisant nous-mêmes ou en le laissant faire par d'autres sous la bannière d'un seul mouvement et d'un seul nom. Car rien n'existe dans le monde qui puisse être nommé d'un seul mot. Toutefois, je crois que nous exprimons seulement le désir de nous réunir, non pour nous fondre, mais pour nous partager. Nous reconnaissons des qualités particulières à l'individu existant comme tel, et ayant son identité propre, mais voulons extirper l'écriture de l'obscurantisme dans lequel le mène l'individualisme contemporain. Nous recherchons des êtres autonomes et indépendants, animés cependant par le désir de se rapprocher, de se confronter, de s'entendre, et pourquoi pas, de faire ensemble, de dire ensemble. Sans qu'il y ait, dans le double fond caché de ce discours, la recherche intéressée de la réussite d'un certain parti.